Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente le podcast Forêt magique. Une balade en forêt qui rend sensible à l'invisible. Épisode 5. Jean-Baptiste Coquelaire, pharmacien et mycologue. Perdons nos repères. Retrouvons-nous dans la forêt des sous-bois, là où se cachent les champignons. Bonjour, Jean-Baptiste Coquelaire, je suis pharmacien mycologue installé à Le Cateau-Cambrésis, dans le Nord. Alors la forêt est magique parce que c'est un lieu d'inspiration infinie, un lieu de respiration intense et parfois aussi de transpiration importante parce que la forêt c'est du sport comme ceux des champignons. Alors je vais vous emmener dans la forêt du Bois-l'Évêque, sur la commune de Ors, donc à quelques kilomètres du Cateau-Cambrésis. C'est ma forêt de cœur. C'est la forêt qui m'a ouvert ses branches, je vais dire ses bras ou ses branches, mais c'est là où j'ai commencé mes cueillettes mycologiques. Donc c'est pour cela que je vous emmène sur ce lieu pas inédit, mais c'est la petite sœur de la forêt de Mormal. Il y a 750 hectares, mais de taille très humaine. On ne se perd rarement, même si c'est un risque en forêt. Donc on part assez tôt le matin pour bénéficier bien sûr peut-être du lever de soleil et puis surtout avoir la primeur et la priorité sur les champignons qui pousseraient éventuellement. Alors on s'équipe, avant tout un bon panier d'osier, pas de sachet plastique, pas de seau en plastique, vraiment le panier bien aéré pour bien conserver le fruit de notre cueillette. Des bottes, il faut être bien chaussé, on évite, ou alors des chaussures un peu de trail ou de montagne, mais bon, des bottes c'est quand même ce qu'il y a de mieux, pour éviter aussi les griffures, notamment dues aux ronces, et puis aussi il y a quand même quelques points, il y a des zones humides, des petites flaques et puis des petits ruisseaux, donc les bottes bien chaussées, éventuellement aussi avoir une veste ou un kawaii en fonction du temps. Quel est notre objectif? Alors pour ma part, quand je pars en cueillette, je n'ai pas d'objectif de résultat. Pas de pression, on y va serein. Il ne faut pas avoir un bagage scientifique exigeant pour aller en cueillette. Ce qu'il faut, c'est savoir cueillir raisonnablement et de façon raisonnée et de ne pas hésiter surtout à poser des questions à un professionnel, à une association, à des gens d'associations locales. Et voilà, donc on débute notre balade. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression que tout se ressemble. C'est vrai qu'il y a une monochromie, ou du moins, c'est un camailleux de jaune, de brun, de vert aussi. Donc c'est assez camouflage. On tâtonne, regardez un peu tous ces feuilles, ces tapis, ces ronciers. Alors il faut aussi avoir un bâton. On peut avoir un bâton de marche ou un bâton en bois. Et on va soulever les ronciers pour essayer d'aller observer ces pépites mycologiques, ces champignons. Je rappelle que le champignon n'est pas photosynthétique, donc il peut très bien pousser à l'abri de la lumière. Donc il ne faut pas hésiter à soulever les ronciers. Donc les yeux bien posés par terre, mais également les yeux levés vers le ciel. Et on remarque beaucoup de feuillus, et on peut regarder dans le fond, là-bas, on a commencé à avoir des résineux. Il n'y a pas de forêt sans champignons, il n'y a pas de champignons sans forêt. Il y a une symbiose. Il y a des échanges vertueux entre le champignon et l'arbre. Il y a une communication interne, peut-être invisible à l'œil nu, mais dans le sol, le vrai champignon, il est dans le sol, c'est le mycélium, il communique avec les racines des arbres. C'est important de mettre tous ces sens en éveil. La vue, on en a parlé, l'oreille, le toucher, pas hésiter à toucher, et on verra quand on prendra des champignons, il y a des textures, donc il faudra peut-être casser le pied. L'odorat, alors là c'est essentiel, il faut sentir, porter au nez, il n'y a pas de dangerosité à porter un champignon au nez. On a des odeurs très très particulières et très symboliques. Par exemple, on a des odeurs de noix de coco en forêt, on a des odeurs d'ananas, on a des odeurs de fruits exotiques, on a des odeurs de cuir, des odeurs de produits chimiques, térébenthine, éther, etc. Tout ça,
en manipulant, en mettant, en portant au nez un champignon, un simple champignon ou une herbe. On va pouvoir peut-être porter à la bouche quelques éléments, mais il y aura toujours un regard sécurité sanitaire derrière. Voilà, on ne met pas tout à la bouche. Et il a été prouvé qu'au bout de quelques minutes de balade dans la forêt, on a une chute, une baisse, on va dire, du rythme cardiaque. Ça veut dire qu'on s'autocontrôle et on se déstresse et on abaisse et on diminue les tensions du quotidien en forêt. Alors regardez ici, c'est une des reines de la forêt, c'est la manite rubescens, la manite rougissante, la golmotte. C'est une espèce assez fréquente. Alors elle a des sosies, attention, elle a des sosies toxiques, donc il faut toujours avoir des éléments clairs de distinction. Alors il ne faut pas se fier à ce qui saute aux yeux. On ne va pas distinguer une manite rougissante par la vue du dessus, donc il faudra la prélever. Regardez, voilà ces petites taches sanguines au toucher qui apparaissent au toucher au niveau du pied. On observera bien sûr l'anneau, on observera les résidus de voile général au niveau du chapeau, donc ces petites écailles. Donc pas de précipitation. Il faut analyser le champignon dans son entièreté, pas par le dessus, il faut le prélever, retourner, le sentir éventuellement, le casser, voir un peu. Voilà. Et à chaque fois, c'est la même démarche, parce qu'un seul pied toxique peut contaminer bien sûr toute votre poêlée ou votre futur plat et entraîner bien sûr une fatalité qui nous destine à la mort, bien sûr. Ce qu'on peut également trouver, et ça c'est peut-être un peu plus rare, mais finalement on le trouve aussi au niveau du bois l'évêque, c'est le cèpe de Bordeaux. C'est le Graal, parce que au niveau odeur, c'est une odeur de noisette fraîche. Quand on le prend en bouchon, c'est-à-dire en petite taille, donc il y a une forme vraiment de bouchon de champagne, il a une fermeté incroyable, et on peut, on va dire, tailler tout de suite avec son couteau, faire des lamelles et le porter à la bouche, toujours sous contrôle d'un mycologue quand on est dans l'incertitude, mais il a ce goût de noisette incroyable qui ravit les papilles. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien cuire les champignons. La petite exception, c'est pour le cèpe de Bordeaux qui pourrait être consommé cru, mais il est très bon cuit. Alors là, je vois que tu as repéré un champignon. Alors c'est sûr que visuellement, il est super beau. Alors, il est rouge avec des petits points blancs au-dessus. Il ressemble un petit peu comme à notre amanite rougissante d'ailleurs, mais un rouge pétant. Et alors, faut pas se fier à ce qui saute aux yeux, surtout pas. Ça, c'est un dogme en mycologie. Et on va s'approcher. Hein. Il n'est pas toxique à la vue ni même au toucher. Donc on s'avance. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bah tu vois, il y a ces petites écailles sur le chapeau. Alors le chapeau par contre il est rouge pétant, hein, de fond rouge très intense. Un anneau. Et il y a un peu les mêmes caractéristiques, hein, il y a des caractéristiques un peu similaires à l'amanite rougissante. Et en fait, là, on est face à l'amanite tue-mouche, qui est aussi une amanite, mais là, qui est toxique. On va dire toxique hallucinogène. Elle a été utilisée par les chamans dans les plaines de l'Oural. Donc là, bien sûr, à ne pas consommer. Alors, tu vois, on a essayé de faire une cueillette raisonnée et raisonnable. On a prélevé ce que l'on avait besoin, parce que je sais que tu es amateur de bons plats, donc on va se faire une petite assiette au retour. On a 4-5 amanites rougissantes. On n'oubliera pas, là tu vois, je peux commencer à tailler le pied, c'est-à-dire tu coupes la base du pied, le bulbe, et tu enlèves la terre. Évitez surtout de surlaver le champignon, parce qu'il déteste l'eau, le champignon. Donc quand on rentre, on va le brosser avec une petite brosse ou avec une éponge humide. Et puis, qu'est-ce qu'on a trouvé aussi? Je regarde dans le panier, je retourne, il y a des petites fougères pour la décoration. Voilà. Et puis, on a prélevé des petites fleurs. On arrive à la maison, on les frotte, on les nettoie. Hein, notre amanite rougissante, tu la coupes en lamelles et tu la fais sauter au beurre, tout simplement. Tu la fais cuire quand même bien suffisamment. Faut qu'elle soit cuite à cœur, comme on dit, hein, pour éviter les risques de toxicité. Le champignon, c'est un condiment. Hein, c'est très important. C'était pas un aliment classique. C'est un condiment, donc ça accompagne une viande, un poisson, un légume, une salade, etc. Donc on va pouvoir le déposer ou l'associer donc à un plat principal. Hein, c'est un condiment, ça je le répète, donc on ne peut pas se nourrir que de champignons, ça c'est évident. Et voilà donc une dégustation qui s'annonce un ravissement pour les papilles.
J'ai voulu vous raconter cette histoire tout simplement pour vous signaler qu'il faut un peu reconquérir son territoire sauvage environnemental, de notre environnement. C'est fuir les centres commerciaux bondés mais déshumanisés, donc au profit de nos espaces naturels accessibles et gratuits et tellement enrichissants et c'est tellement une source de bonheur infini. Pourquoi je suis habité, pourquoi certains me disent que je suis mycorhizé. Pourquoi ça? En fait, peut-être parce que déjà, je suis petit-fils d'agriculteur, mais c'est des deux côtés, hein, mon père et ma mère. Et puis, j'ai fait du scoutisme très tôt. Et puis après, il y a eu vraiment une rencontre fondamentale. C'était avec mon prof de SVT en seconde qui m'a fait faire mon premier herbier. Et là, c'était un Everest pour moi parce que je n'avais jamais vraiment recherché ou essayé de donner un nom à ces êtres vivants, que ce soit plantes, c'était essentiellement des arbres et puis aussi des plantes. Donc là, c'était un Everest et puis j'y ai pris goût, mais j'ai vraiment tellement pris de goût que ça a été un déclencheur et c'est pour ça qu'après, je me suis destiné sur la pharmacie, les études de pharmacie où la botanique et la mycologie ont encore une part importante. Et puis là, j'ai fait des rencontres géniales au niveau de mes professeur Régis Courtecuisse de la faculté de pharmacie de Lille, qui est mycologue, et le professeur Frédéric Dupont, qui est botaniste, donc à la faculté également de pharmacie de Lille, qui ont été des élévateurs, des mentors surtout pour moi, et pour ce que j'essaye de devenir aujourd'hui. Je pense pas qu'on devient mycologue. On meurt mycologue peut-être, mais on ne le devient pas parce que la discipline, elle est tellement ingrate et tellement compliquée qu'il faut sans cesse renouveler ses connaissances. Donc on ne le devient pas, on essaie de maintenir nos connaissances et de toujours faire une révision, ça c'est essentiel. Et surtout, je dis toujours, le champignon pousse à l'humidité, le mycologue à l'humilité. Ça c'est très important. Aussi, je voulais vous dire que le champignon, c'est un être vivant essentiel à notre environnement et c'est le plus grand être vivant au monde. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de l'armillaire couleur de miel qui s'étale sur plusieurs États des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le même ADN sur plusieurs États. Donc l'être vivant, c'est le champignon en l'occurrence, c'est développé sur plusieurs milliers de kilomètres carrés et il en fait aujourd'hui l'être vivant le plus grand du monde, mais également, pour moi, peut-être l'avenir de l'homme, parce que ce champignon n'a pas fini de nous épater et de nous étonner. Il sauvera peut-être le monde. Le champignon, il va être à l'origine de matériaux incroyables, notamment des mycomatériaux, on appelle ça, dans le bâtiment. On va pouvoir avoir des maisons issues de champignons, et qui seront imputrescibles, qui seront imifugés, donc qui vont pouvoir lutter contre le feu, donc qui seront ininflammables, et qui vont résister à l'eau. Des tissus, du cuir, on a déjà des procédés qui permettent de fabriquer du cuir à base de champignons. C'est infini. Et surtout aussi, essentiellement, le nettoyage des sols, la purification des sols, nos sols qui sont contaminés par des métaux lourds, pesticides, et bien sûr radioactivité. Le champignon pourra être salvateur et pourra nettoyer, j'espère, les sols blindés de pesticides et de toxiques. Pour vos futures balades en forêt, rien de plus simple. Déjà, vous renseignez sur les zones de balade, dans les offices du tourisme, auprès d'associations locales, naturalistes. Vous n'êtes pas obligé de prélever les premières cueilles que vous allez faire, vous n'êtes pas obligé de revenir avec des paniers pleins. Il faut y aller avec prudence. Les premières séances, ça sera de l'observation, puis après, essayez de revenir avec des spécimens que vous allez pouvoir faire identifier. Et puis, pour aller quelques séances plus tard, sur une dégustation, mais au début, observation, prendre son temps, prendre ses marques. Et prendre son pied de champignon. Et surtout, je dis toujours, c'est regarder les pieds sur terre. Ça, c'est incroyable, mais c'est fondamental et je vous laisse réfléchir là-dessus. Et s'inspirer à plein poumon. Voilà. Le Palais des Beaux-Arts de Lille vous a présenté le podcast Forêt magique. Une balade en forêt qui rend sensible à l'invisible.
Réalisation Maxime Pantier. Enregistrement et mixage Sébastien Eugène. Avec la voix d'Adèle Franz sur une musique de Bruno Le Thor. Avec le Palais des Beaux-Arts de Lille et la réunion des musées nationaux Grand Palais. Une production Résonance Film.